Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant tout, encore une fois, une bonne et heureuse année 2025. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, évidemment. Tu as lu le titre, c'est la vidéo des flops lecture 2024. Je sors la vidéo flop en premier. Pourquoi? Je vais être totalement transparent parce que entre la vidéo top et la vidéo flop, celle qui fait le plus de vues, c'est la vidéo flop. Voilà, vous préférez quand on dit du mal, alors je sors celle où on dit du mal en premier. Je ne fais que vous écouter et écouter les stats aussi parce que les années précédentes, les vidéos flop, c'est celles qui font le plus de vues. Voilà, donc à un moment, voilà, j'écoute la majorité. Et donc, je vais parler de 5 romans, et dont un sixième aussi, mais c'est pas vraiment un flop, c'est plutôt un roman en mode je m'attendais pas à ça, c'est une petite déception, mais c'est pas pour autant que je trouve que le roman est mauvais ou vraiment négatif, quoi. Et ce roman-ci, je vais vous en parler en premier. C'est La Maison du Guet de Mary Higgins Clark. Oui, j'avais trouvé ce roman extrêmement vieillot. On est sur une affaire qui est qui est dans les années 70. Une disparition, on est dans des disparitions d'enfants, si je me souviens bien. Je suis tout de mémoire, je suis pas retourné voir les résumés avant. Ces disparitions des enfants, la mère est fortement suspectée. Il me semble qu'elle a un passé. Elle est quand même, elle se fait quand même passer quand même dans ce roman pour une cinglée. La place de la femme dans ce roman est quand même assez douteux. On sent que c'est un roman vieillot sur tous ces aspects-là. On sent aussi qu'il y a une petite vibe. Je veux dire, on sent qu'Agatha Christie est quand même passée par là avant. Mais pas assez fort visiblement pour inspirer Mary Clark de quelque chose, j'allais dire d'à la hauteur, c'est super méchant, c'est son premier roman. Mais voilà, c'est quand même assez décevant avec tout le foin qu'on m'avait fait autour de Mary Higgins Clark, pas la hype que j'avais, mais Mary Higgins Clark évidemment, même si j'avais lu aucun de ses romans avant, évidemment c'est quelqu'un dont je connaissais la notoriété, je connaissais même certains titres de ses romans sans même les avoir lus, j'avais placé peut-être la barre un peu trop haute. Mais est-ce que pour autant c'est un mauvais roman? Non. Est-ce que j'ai été déçu? Oui. Il faut replacer tout dans le contexte, les façons de penser qui ne sont pas celles de 2024, bon là 2025, voilà, c'est une façon de penser des années 70, c'est pas une façon de penser des années 2000 pour certaines choses. Il faut replacer tout dans son contexte évidemment, mais si vous appréciez les petits romans policiers chill, où vous n'avez pas trop à vous casser la tête, vous pouvez complètement y aller avec une petite ambiance américaine cosy, vous pouvez complètement y aller, hein. Mais ce n'est pas pour moi, on va dire ça comme ça. Alors, j'ai pas de classement genre 5, 4, 3, 2, 1. Et le premier, c'est celui que je déteste le plus. Je vais pas faire par ordre de détestation, c'est juste les 5 romans qui m'ont le plus déçu cette année. Et ben, autant vous dire que je trouve que ça a plutôt été une bonne année. J'ai pas eu de giga flop, de superbes déceptions, des romans que j'ai vraiment détestés. On n'en est pas du tout là. C'est pas 2021 ou 2022, tu vois. 2023, je trouve que ça a encore été, je crois, hein, quelques déceptions, mais bon, je sais plus ce que j'ai lu en 2023. J'ai pas souvenir que 2024, j'ai eu d'énormes déceptions. C'est pas voilà, j'ai pas lu de Bénédicte Jourgeot, j'ai pas eu Agatha Christie n'a pas été bafouée cette année. Enfin si, elle l'a été, mais je l'ai pas lu. Je me suis épargné ça. Je me suis procuré l'e-book du deuxième, de la suite du Crime parfait d'Agatha Christie. Je sais plus, je crois que c'est le mari parfait d'Agatha Christie. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur ce roman. Parce que d'un côté, en tant que fan d'Agatha Christie, je me dis il faut que je lise tout ce qui se fait sur elle. C'est parfois, on pouvait me considérer maso, parce que ce qui se fait sur elle les trois quarts du temps, ça pue du cul, hein, on va être honnête. Mais là, non, ça a été trop pour moi. Quand j'ai vu la sortie de ce roman, je me suis dit non, on verra ça plus tard. Fallait que je me prépare psychologiquement. Je pense qu'en 2025, je suis prêt à assumer, à assumer ça. Cette lecture que d'avance je n'aime pas, hein, on va être honnête aussi. Mais je vais essayer de rester objectif. Donc dites-moi si Le mari parfait d'Agatha Christie, vous l'avez lu, ce que vous en pensez aussi, hein. Donc, donc ce n'est pas un
top. Il n'y a pas de classement. Enfin, c'est un top, oui, c'est un top, mais il n'y a pas de classement en soi, en fait. Voilà. En tout premier lieu, je ne sais même plus cette image-là, voilà. La mort frappe aussi les gens heureux de Sophie Anna. Donc, pour rappel, Sophie Anna est, on va appeler l'héritière d'Hercule Poirot, validée par la famille d'Agatha Christie, qui l'a choisie, elle, qui l'ont choisi, pardon, elle, pour reprendre le personnage d'Hercule Poirot et tout le lore d'Hercule Poirot, pour écrire de nouvelles histoires. Donc, celui-ci, il me semble que c'est le dernier que je n'avais pas encore lu. Il faut que je vois s'il y en a des suivants, car en général, j'en lis un par an de Sophie Anna. Et c'est le moins pire de tous quand même si celui-là ne déroge pas à la règle. Hercule Poirot n'est pas Hercule Poirot. L'inspecteur Catchpool ne sert à rien. Sa mère, que l'on découvre dans ce roman, est plus intéressante que lui. Le mystère est quand même pas trop mystérieux, quoi. Il y a il y a des personnages tellement forts qu'en fait ils prennent énormément le pas sur le roman. Ce qui fait que en fait, le temps de présenter tous les personnages et les circonstances de cette histoire, de cette enquête, ensuite la mort qui vient, parce qu'elle vient très tard, hein, la mort de cette personne vient très tard, hein, mais le temps de toute cette mise en place, bah, il y a la moitié du roman de passé, c'est super long, puis du coup c'est chiant, quoi, enfin j'ai pas d'autres mots, non, c'est chiant, et à la fin, ben, bon, voilà. À chaque fois, vous me dites bah, pourquoi tu t'infliges ça, bah, comme je disais précédemment, avec le roman Le crime parfait d'Agatha Christie et Le mari parfait d'Agatha Christie, que je vais bientôt lire. Bah parce que c'est du Agatha Christie. Je me dois enfin, je me fais comme une, enfin, pas comme une mission, mais vous m'avez compris, de lire ce qui se fait sur Agatha Christie. Parce que c'est son actualité et que c'est mon autrice préférée. Voilà, c'est tout. Et donc, c'est le moins pire des romans de Sophie Anna sur Hercule Poirot. C'est quelqu'un qui écrit bien, un style d'écriture vraiment fluide et tout, c'est top. Ça se lit très facilement, encore heureux, encore une chance. Mais non, c'est pas du Hercule Poirot, quoi, sans déconner, n'allez pas lire ça, quoi. Ensuite, au nord de la frontière, le dernier roman d'R.J. Ellory, c'était pas une mauvaise histoire en soi, hein, mais je redonne pas les résumés au fait, je le dis que maintenant, mais je redonne pas les résumés parce que je ne les ai plus en tête et ouais, je me souviens plus trop. On est encore une fois aux États-Unis, une histoire voilà de gang, un peu à la mode Le Parrain, tu vois. Alors si vous entendez des bruits de travaux, j'en suis désolé, je sais pas qui fait ça près de chez moi, c'est une folie. Mais moi je l'entends. Si vous l'entendez, j'en suis désolé. Vous allez supporter ça avec moi. Et je ne couperai pas ça au montage. Tant pis, j'ai la flemme en fait. Et donc oui, c'est une histoire qui aurait pu être intéressante avec voilà une espèce de gang un peu interne des villes où il y a des gangs très puissants qui ont gangréné un petit peu aussi la police, des pots de vin et compagnie. Voilà, les flics sont tous corrompus. C'est un peu ces gangs-là qui tiennent ce groupe de villes-là alentour. Et ben, c'est lent. C'est lent, c'est pas très intéressant, ça aurait pu l'être, mais c'est long en fait, c'est long, c'est lent, et à la fin, c'est assez décevant. C'est vraiment un flop. Encore une fois, j'ai pas détesté. Moi, j'aime bien R.J. Ellory, j'aime bien sa façon d'écrire, j'aime bien d'habitude l'ambiance qu'il met, mais en fait, le type d'ambiance que R.J. Ellory met, soit ça marche très très bien, comme avec son roman, le roman juste avant celui-là que j'ai adoré. C'était dans une mine. C'était un roman très noir, avec une ambiance très glaciale, et c'était très dark, et ça marchait à fond. Là, ça se voulait noir, mais en fait, c'est plus lent qu'autre chose. C'est long. C'est long. Franchement, c'était long, et il y a manqué un peu d'enjeu, si tu veux. C'était un peu long. Ça tournait vite en rond, en fait, en définitive. Voilà, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Ensuite, je vais vous parler du Nico Takian La Lisière. Alors encore une fois, quand je vous dis
que vraiment c'est pas une mauvaise année. Vous pouvez aller voir ma vidéo, j'ai pas détesté du tout la lisière en fait. C'est pas que j'ai aimé, je peux pas dire que j'ai aimé, c'est pas vrai. Mais c'est plutôt certains aspects de la lisière que je n'ai pas aimé. Alors, je vous dis, c'est une bonne année. C'est une bonne année. On est voilà, en Bretagne, il y a la légende de l'Ankou qui en fait est soit trop présente, parce qu'en fait elle sert à rien dans le roman, ou soit pas assez, il aurait fallu en faire beaucoup plus et mettre cette légende vraiment sur le devant de la scène dans ce roman, en faisant vraiment croire que c'est l'Ankou qui a pris le mari et le fils de cette dame, j'ai plus son nom en tête. Ça fait longtemps que je l'ai lu, hein. Mais voilà, ensuite, on suit cette dame, cette héroïne, qui essaie d'enquêter un peu de son côté, mais qui a quand même pas mal de problèmes mentaux suite à ça. À chaque fois qu'elle s'endort, elle a l'espèce de flashback tellement réaliste qu'elle croit que c'est la réalité. Et puis finalement, elle se réveille, elle sait plus ce qu'est la réalité et ses rêves. Ce qui fait que, bon, c'est assez embrouillé parfois. Ça aurait pu être une bonne idée, mais c'est assez mal maîtrisé. La couve, j'aime bien le délire du corbeau, ça reste un peu grossier, mais ouais, ouais, moi je suis en mode oui. Tout le premier quart du roman, j'ai trouvé ça super. La mise en scène et tout, le début est vraiment bien. Mais ensuite, on s'empêtre un peu dans les rêves de la protagoniste. On a une enquêtrice qui est invisible, qu'on ne voit pas, et à la fin, elle réapparaît en mode c'est bon, j'ai trouvé le coupable. C'est voilà, c'est magique, c'est comme ça. Donc bon, au final, bon, je me suis pas ennuyé pour autant, mais j'ai pas du tout été convaincu par cette histoire. Donc voilà. Ensuite, alors celui-là c'est lequel? Non, celui-là je viens d'en parler. C'est le 9. L'image 8 c'était laquelle? J'en ai parlé aussi. Je suis en train de m'embrouiller dans mes images. L'image 10 c'est la maison du guet. Mais non, pas du tout. J'ai parlé de toutes mes images, oui. Il y a l'île, excusez-moi, hein. On pourrait croire que je me suis mal préparé, pas du tout. C'est faux. On fait ce qu'on peut, hein. L'île de Jérôme Loubry, mon chouchou, c'est mon crève-cœur de l'année. C'est ma plus grande déception parce que je suis tombé voilà, j'étais à l'Everest. Voilà, j'ai croisé Inoxtag et je suis tombé de là, aussi haut que ça. Parce que forcément, moi, Jérôme Loubry, c'est mon auteur français préféré. Et voilà, j'attends toujours ces romans avec une grande impatience. Je les lis toujours avec un immense plaisir. Mais cette fois, la déception était immense. J'en ai parlé dans ma vidéo de Le Chant des Silences. Que si il faisait encore un roman de ce genre-là, hein, il se casserait la gueule. Parce que ça, pour moi, ça fonctionne encore dans Le Chant des Silences. La façon de faire de Loubry, il a réussi encore un peu à me surprendre à la fin. En fait, je m'attendais à une surprise, donc ça a un peu moins marché. Et je m'attendais pas à cette surprise-là. Voilà, il y a le petit revirement de fin. Quand tu crois que c'est fini, c'est pas fini. Ça a encore marché sur moi. Je m'y attendais, je savais pas comment ça allait être abordé, mais voilà, j'ai quand même bien kiffé. Et ici, bah, du coup, ça l'a refait. Je m'attendais à la petite révélation de fin, machin, tout ça, tout ça. Quand tu crois que c'est fini, bah non, il y a encore un truc qui vient de surprendre. Mais là, ça a fait flop, les personnages, ça n'a pas marché du tout. Euh, le déroulement, bah, en fait, leur vie dans cette maison, on s'en fout complètement. C'est un groupe de jeunes privilégiés qui passent des vacances à Porquerolles. La petite sœur pète un câble parce qu'elle n'arrive pas à se gérer toute seule et puis elle est en dépression alors qu'en fait, croyez-moi, j'ai déjà fait, enfin je veux dire la dépression, je sais ce que c'est et j'ai connu des gens qui étaient en dépression. J'en ai parlé à quelques personnes qui également de mon entourage qui ont lu ce livre et ont été eux-mêmes en dépression. La dépression, ça fait pas ça, hein. On a quasiment tous été d'accord là-dessus et on n'a pas été convaincus par cette jeune fille, Diane, voilà, elle je m'en souviens, par cette Diane qui était en dépression. C'était long, c'était pas très intéressant, c'était pas hyper maîtrisé, c'était un petit flop quand même. C'était un petit flop. Moi, l'île de Porquerolles, ça m'a pas donné très envie d'y aller non plus. Il y a énormément de tempêtes pour une île du sud de la France, j'ai trouvé ça assez surréaliste. Alors encore une fois, je suis jamais allé, j'y connais rien en météo, mais je me suis dit merde, une île dans le sud, autant de tempêtes.
il n'y a rien qui m'a convaincu, il n'y a aucun personnage qui m'a semblé sympathique, même de loin, même le disquaire, finalement, on nous a vendu un disquaire et finalement, bah, bof, donc bon, pas convaincu du tout. J'ai passé un assez mauvais moment. C'est pas un giga flop. J'ai pas ultra détesté non plus. C'est pas un flop comme j'ai pu en avoir il y a 2 ans, tu vois, ou il y a 2 ou 3 ans au début de ma chaîne. Mais voilà, en fait, je suis juste tombé de haut. Je suis déçu. Je suis déçu de mon auteur préféré. C'est juste ça. C'est pas non plus un turbo flop, tu vois. Ensuite, évidemment, si tu me suis, tu sais, Maxime Chatham, Prime Time. Encore une fois, j'ai pas détesté non plus. La fin, le dernier quart, je n'ai vraiment par contre pas aimé du tout. Le premier quart, voilà, on nous parle de ce BFM télé, de BFM. Pourquoi je dis BFM? C'est MD1. Genre en plus, je regarde jamais BFM. N'importe quoi. Je suis fatigué, hein. Euh, on nous parle de, voilà, de MD1, donc TF1, le fonctionnement du journal de 20 heures, comment ça se produit, comment ça se prépare, comment ça se goupille. C'est très intéressant. On nous parle du GIGN. On a beaucoup de détails du GIGN. Donc c'est vraiment très intéressant aussi. Le personnage de Yanis, j'ai beaucoup aimé ce personnage, qui n'est pas assez mis en avant à mon goût, dont les talents ne sont pas assez mis en valeur, je trouve. Personnage de Charlène, par contre, parlons-en, surtout dans le dernier quart, à la fin, hein, toi-même tu sais si tu l'as lu. Une immense déception, la meuf elle s'est découverte une vocation en fait de négociatrice. En fait Yanis n'a servi à rien, hein, on va être honnête. Et à partir du moment, voilà, c'était un peu long à partir du moment où le mec a commencé à prendre Paul Daquiferrand, donc Gilles, on va dire Gilles Boulot, hein, parce que c'est littéralement ça, en otage. Bah, c'est devenu long. C'est devenu long, il y a eu une espèce de jeu de suspense avec la maison de Paul Daquiferrand avec sa femme et sa fille qui sont également pris en otage. Et sur le 20h de TF1 en mode si vous faites une dinguerie, je tue Paul Daquiferrand et s'il tente de faire une dinguerie aussi de l'autre côté, ben, il tue la femme et la fille. Voilà, une espèce de jeu de suspense là-dessus, mais non, c'était ennuyeux. Il s'est pas passé grand-chose. Il y a un immense ventre mou qui ne fonctionne pas du tout. Le suspense n'est juste pas là du tout. La négociation suit son cours, hein, mais bon, bof. En réalité, bof. Voilà. Je pense, c'est même pas ma pire lecture en fait de l'année. Je peux pas dire que j'ai turbo détesté, tu vois, parce qu'il y a des bons points. Il y a des bons aspects, il y a des bons trucs. J'ai pas du tout aimé la fin, j'ai pas aimé le personnage de Charlène, mais pour autant, le GIGN c'est ultra maîtrisé, TF1, le journal de 20 heures c'est ultra maîtrisé. Moi j'applaudis le travail de recherche de Maxime Chatham sur ces deux domaines et sa mise en place dans l'histoire, c'était top. Ça là c'était top. Mais l'histoire en elle-même, non là par contre j'ai pas apprécié surtout la fin, comment ça s'est terminé quoi. Et donc voilà, ce fut mon flop. Mon flop 2024 qui n'est pas catastrophique, qui finalement, si c'est ça mes flops, ça n'a pas été une mauvaise année. Et d'un autre côté, j'ai pas eu d'énormes coups de cœur à répétition non plus. C'était une année plutôt mid. Il n'y a rien que j'ai détesté, j'ai pas eu d'ultra coup de cœur. Les coups de cœur que je vais vous montrer quand même, parce que j'en ai eu tout de même, que dans ma vidéo suivante, j'ai vraiment beaucoup apprécié ces romans. C'est pas des coups de cœur que j'ai eu comme quand j'ai lu Les Refuges euh, et Tutti Quanti, tu vois. Mais j'ai quand même bien apprécié ces lectures-là, voilà. Pas d'énormes coups de cœur, mais pas d'énormes flops. C'était vraiment une année mid tiers. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo absolument pas maîtrisée et complètement improvisée jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker, la commenter, la partager, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant ma vidéo des tops, merci à tous, et à la prochaine chez Alistair. Ou sûrement à tout à l'heure parce que tu vas enchaîner les deux vidéos.